quelques éléments de fond sur les pièges de l'analyse, parce que c'est pour moi les pièges qui reviennent les plus souvent. C'était 4 erreurs, il y en a sans doute beaucoup, mais la première, c'est commencer à expliquer ce qui se passe sur le terrain par sa propre référence personnelle. Moi, mes enfants, etc., on a tous une expérience personnelle, ça c'est très classique. Le second qui est à vouloir observer, vendre toujours du nouveau, parce que ça c'est bien, ça fait vendre. Ça augmente la semaine dernière par rapport à la semaine d'avant, mais ça c'est très vendeur, hein, objectivement, on médiatise beaucoup, mais à mon avis c'est aussi souvent très trompeur. À l'inverse, il y a un phénomène qui consiste à être toujours dans « avant c'était mieux », c'est-à-dire la situation se dégrade. Pour certains, on a l'impression que imparablement, la situation se dégrade. On ne se pose pas la question de savoir si la situation se dégrade vraiment, mais de toute façon, la situation se dégrade. Relisez les commentaires médiatiques du dernier rapport de Longius et vous avez compris. C'est-à-dire qu'un très grand nombre de journalistes ne l'avaient pas lu et ressortaient ce qui devait être dans le rapport sans l'avoir lu, alors que les conclusions étaient beaucoup plus mesurées que l'explosion du ghetto, des inégalités dans les cités. Et enfin, dernier point que j'ai un petit peu abordé, c'est le catastrophisme permanent, la grande explosion. Alors là, il y a plein de facteurs qui jouent là-dessus, qui peuvent être politiques, qui peuvent être liés au besoin d'avoir des subventions. Mais là aussi, il me semble que ce n'est pas avec ça qu'on explique forcément la réalité sociale. En tout cas, en tant qu'observateur des inégalités, ce n'est pas du tout notre vision des choses. Point qui est un peu connexe à ça, c'est l'importance de la méthode, et là, bon, je pense que vous en êtes tous convaincus, mais de la centralité de ça. J'ai simplement pris l'exemple de la pauvreté, parce que moi, je trouve que c'est tout à fait frappant comment on a sauté d'indicateurs de pauvreté sans se poser la question du pourquoi, sans débat. On a changé, finalement, entre 4 et 8 millions de personnes, c'est pas le même public qui est là. Pour beaucoup, ça fait bien, parce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de pauvres, donc on va mobiliser les gens derrière, mais je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on a, au contraire, rassemblé des populations encore plus différentes, et nous, observateurs des inégalités, on s'attache au vieux seuil de 50% du niveau de vie médian. Et quand on en discute avec les associations, par exemple, caritatives, au départ, elles sont très qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il me raconte, il ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de pauvres, et au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'à exagérer la réalité, finit par avoir un discours très relativiste, disant vous nous racontez des salades, 8 millions de pauvres, ça veut dire quoi? Qui sont ces gens? Et où est la pauvreté dans tout ça? Par rapport à ça, ce point de méthode, mon point n'est pas de dire on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Non, non, on ne peut pas faire dire. Les meilleurs connaisseurs des limites des chiffres, c'est les gens de l'INSEE. C'est-à-dire il faut être clair sur la méthode, sur les points de départ, sur l'utilisation des échelles de temps et géographique. Les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. Simplement, il faut être extrêmement clair sur les définitions qu'on va utiliser et les conséquences que ça peut avoir. Alors, voilà un exemple d'utilisation de méthode, mais d'un point de vue cartographique, simplement, que vous connaissez bien, mais là, j'ai représenté la proportion d'étrangers par département en 9 classes. Maintenant, la même proportion d'étrangers en 3 classes. Vous voyez ce qu'on peut faire dire simplement. Il faut insister sur, voilà, d'un côté, on a une gradation parce qu'on a 9 classes, de l'autre côté, une conception très réductrice des classes fait apparaître la concentration des étrangers à un endroit donné. Bon, c'est pour dire qu'il y a un travail de pédagogie par rapport à la méthode qui est politique. Il est politique. Si on ne fait pas ce travail-là, on observe, tout à l'heure, la personne de l'INSEE citait quelque chose qui, moi aussi, me paraît tout à fait aberrant, la proportion de logement social pour regarder la précarité des gens. Voilà, si on en est là, ça ne veut plus rien dire. Diminuons le nombre de logements sociaux, comme ça, il y aura moins de personnes. Non, mais c'est très important, c'est-à-dire tous ces choix de méthode, il y a dans cette espèce de foisonnement de collection d'indicateurs des éléments qui, pour moi, relèvent de l'absurdité. Enfin, de choix où on connote positivement ou négativement en force et faiblesse des indicateurs qui... le nombre d'enfants, par exemple, le nombre d'enfants par ménage. Moi, je ne sais pas dire si c'est bien ou si c'est mal. Enfin, je n'ai pas de point de vue sur la question.
On est 3, mais quelqu'un qui n'en aura qu'un, je dirais, pour moi, c'est bien, ni mal. C'est pas... Voilà, c'est pas... très souvent, la fécondité en France, beaucoup d'enfants, c'est bien, parce qu'on fait beaucoup d'enfants. Autre exemple de méthodo, parce qu'il est classique et que nous, on l'a soulevé au sein de l'Observatoire des inégalités, c'est les fausses corrélations, c'est-à-dire comparaison de paraison. Je vous mets là, vous voyez, le taux de réussite au bac selon l'origine de la famille, et vous voyez bien, je peux vous tenir un discours sur comment les immigrés réussissent mal au bac, voilà, à partir de ce tableau-là. Sauf que c'est faux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont immigrés qu'ils réussissent mal au bac. Quand on fait tourner des modèles où on isole le fait qu'ils soient immigrés suivant leur origine sociale, vous voyez que pour tous, hein, l'indicateur est meilleur que l'indicateur de l'indice de référence. Et donc, on peut très souvent, et nous on le fait très probablement au sein de l'Observatoire, mettre en rapport des données qui ne sont pas liées entre elles. Ça, c'en est un exemple et qui, pour moi, me semble frappant. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, l'école n'est pas de discriminer selon l'origine. Au contraire, les jeunes d'origine immigrée réussissent plutôt mieux que les autres. Ce n'est pas parce qu'ils sont immigrés, c'est parce que leurs parents sont peu qualifiés. Bon, c'est de la méthode, mais en même temps, vous voyez l'importance de la répercussion de ça. On est extrêmement démunis, par exemple, quand on essaye de regarder l'effet territoire dans les zones urbaines sensibles. Est-ce qu'il y a un effet territoire ou pas? Je veux dire, le nombre d'articles qu'on peut avoir sur ce sujet est quand même, me semble à moi, extrêmement réduit par rapport à l'importance de ça. Hein. Il y a quand même quelques articles récents, relativement récents d'économie statistique là-dessus. Voilà. Enfin, bien évidemment, le point central par rapport à l'observation des inégalités, l'observation sociale du territoire en général, c'est de se poser la question, c'est pour ça que j'étais dans le premier atelier, du fond de cette affaire-là, c'est-à-dire à quoi ça sert et comment on le fait et avec quel outil d'analyse. C'est pour ça aussi que Stéphanie Bigot intervenait tout à l'heure pour dire qu'il faut plus se concentrer sur la collection d'indicateurs, comme certains à un moment ont fait une collection de MP3 sur leur ordinateur parce que c'était plus ou moins gratuit, mais il faut se poser la question du sens de ce qu'il y a, derrière. C'est pour ça que la devise du compas, c'est au service du sens. C'est pour ça que l'Observatoire des inégalités, ce n'est pas une collection de données, mais c'est toujours de l'explication pédagogique et de l'analyse qui va avec ça. Et pour moi, il y a deux éléments qui peuvent faire du sens. C'est d'un côté croiser les points de vue. On a toujours voulu faire ça au sein de l'Observatoire des inégalités. Les disciplines, un philosophe, un juriste, un historien, un économiste, un sociologue. Les inégalités, ce n'est pas uniquement les inégalités de revenus vues du côté de l'économiste. Et croiser les points de vue, c'est-à-dire essayer de voir les critiques qui peuvent être opposées aux différents arguments. Enfin, bien évidemment, de travailler en collaboration avec les différents acteurs. Par exemple, nous travaillons avec la Fondation Abbé Pierre sur la question du mal logement. On ne va pas apporter tout seul notre vision des inégalités. C'est valable au niveau national comme ça peut être valable au niveau des territoires. Voilà, je suis très vite pour qu'on ait le temps de débattre un petit peu. Je pense qu'il y a une vraie transformation aujourd'hui de l'observation sociale qui est en partie liée à ce développement technique, mais pas seulement, qui a une espèce de tentation de l'outil total, c'est-à-dire tout voir, tout observer, et alors qu'on en mesure tout à fait les limites quand on est un pays où on n'est pas capable de dire quel est le taux de pauvreté dans une ville. Il y a comme ça deux grandes choses qui se choquent complètement. On peut mesurer de façon plus fine avec des collections d'indicateurs, mais d'autre côté, il nous manque parfois l'essentiel.